L'Amérique est un pays unique, fondé sur les principes de l'entrepreneuriat, de l'initiative individuelle, de la protection de la propriété et de la limitation du rôle des gouvernants. Qui qu'il soit, roi, élu ou pasteur autoproclamé, l'Amérique a créé une culture particulière qu'il faut protéger. En réalité, contre ceux qui, dans n'importe quel État et à n'importe quelle époque, depuis près de 6000 ans, pillant les entrepreneurs prospères. Tu produis quelque chose, quelqu'un vient chez toi et essaie de te le prendre et, dans la plupart des cas, en général, il le prend. Du moins, c'est ainsi que cela s'est passé pendant les 5500 premières années de l'existence de notre civilisation. Nous la connaissons depuis 6000 ans grâce au livre La grande lettre K au début, grâce au livre A sous le masque des obligations de partager avec les nécessiteux. On nous prend, à nous qui produisons en général tout ce qu'on peut, juste pour que nous ne mourions pas de faim et qu'on puisse revenir nous prendre encore un peu plus. Le pouvoir s'enrichit en réalité aux dépens de ceux qu'il vole, puis il fait semblant de tout donner aux nécessiteux. En réalité, beaucoup de choses se perdent en chemin. Nous rejetons fermement la politique verte, l'agenda de la privation des biens et des richesses. Aujourd'hui, nous, les créateurs de tout ce qui existe sur cette terre, et qui essaie de changer notre société par la migration massive de barbares. Nous rejetons cela et ceux qui le font, essayant d'expulser les barbares et d'empêcher d'autres d'arriver. Pourquoi étaient-ils barbares ? Parce qu'ils le sont. Point final, je parle des États-Unis et de l'Europe. Pas tous, mais hélas, un très grand nombre. Chez nous. Nous ne sommes pas satisfaits de l'importation incontrôlée ici, de l'interdiction de notre exportation et de l'augmentation de l'appareil d'État, qui nous coûte cher alors que nous avons peu de moyens. Ils ont pris et embauché des millions de personnes au chômage, notamment dans le service des impôts et ailleurs, pour mieux nous dépouiller ou pour faire semblant qu'il n'y a pas de chômage chez nous. C'est, de notre point de vue, la voie vers la perte de souveraineté et, en général, vers des conflits sociaux, parce qu'ils en veulent toujours plus. Pour protéger nos biens, des conflits sociaux éclatent naturellement. Nous savons que lorsque l'Amérique progresse, le monde entier progresse, et c'est justement l'Amérique qui donne le rythme et fixe les conditions pour toute la planète, que ce soit dans le commerce, l'énergie, la technologie ou la sécurité. D'ailleurs aussi, les États-Unis sont le moteur de l'Occident, et l'Occident est le moteur du monde. Du moins, c'était comme ça ces dernières années. Je ne sais pas combien d'années, peut-être 300, oui, à peu près depuis Newton, quelque chose comme ça. Peut-être même 100 ans plus tôt. Bon, peu importe, ce n'est pas essentiel pour notre conversation actuelle. Donc nous, les États-Unis, sommes le moteur du progrès, c'est nous qui avons créé d'ailleurs la morale et la philosophie. Nous sommes allés dans l'espace, nous écrivons des symphonies, nous construisons des cathédrales, nous avons créé le smartphone, le médicament à base de pénicilline. Nous avons allumé les ampoules, il serait difficile de vivre sans elles. L'Occident a appris à produire assez de nourriture pour que personne ne meure de faim. Vient de se terminer, à mon avis, la 10e réunion historique du cabinet des ministres des États-Unis d'Amérique, Trump 47. C'est leur 10e réunion, la première après un an. Depuis l'avènement, je ne sais pas comment le dire, les gauchistes aiment dire avènement. De Trump à la transition de Trump à la Maison-Blanche, pour la 2e fois. Beaucoup plus expérimenté et avec une idée claire de ce qu'il faut faire pour nous sortir de ce marécage, de cette fange, de ce cauchemar dans lequel on a essayé de nous plonger. Donc les résultats de l'année ont été résumés, ils sont phénoménaux. C'est probablement le mot que je vais vous dire maintenant. Pourquoi dis-je cela ? Je ne parle pas avec des épithètes comme l'autre camp, mais avec des chiffres et des données.
Donc lors de la 10e réunion, l'ordre du jour a été relancé, probablement au moins pour l'année prochaine, et très probablement jusqu'à la fin de l'administration Trump. Une année record et avenir en vue. L'essentiel, c'est que lors de la réunion, on a discuté de la forte croissance économique, de la réduction drastique de la bureaucratie, de la lutte contre la corruption et contre le pillage que les élites nous ont imposé. Ici, au cours, je ne veux même pas dire des 4 dernières années. Je dirais plutôt des nombreuses années passées. La réduction des dépenses publiques, ce qui inclut également des allègements fiscaux pour la population. L'élévation du niveau de vie comme résultat de tous les Américains à un niveau auparavant totalement inédit. Nous entamons la 2e année après d'énormes progrès. Merci à tout le cabinet pour 12 mois de réalisation inédite. Nous l'avons vraiment fait. Les chiffres économiques et de croissance sont évidents, malgré l'arrêt du gouvernement par les démocrates. Sans cette suspension, nous aurions ajouté environ 1,5 point de pourcentage aux chiffres déjà records. C'était, selon beaucoup, la première année la plus réussie d'une administration américaine, une année sans précédent. Nous avons mis fin à 8 guerres et une autre touche à sa fin. Nous pensons que c'est vrai. Les chiffres montrent que l'Amérique avance rapidement vers un nouveau sommet de prospérité, vers un nouvel âge d'or. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump a appelé la défense aérienne de l'Amérique le Dôme d'or et les nouveaux navires de guerre la Flotte d'or. Il semble que nous nous dirigeons vers un âge d'or dans la vie du pays. Peu importe comment on l'appelle et peu importe ce que disent les autres, je ne saurais dire, je ne me joindrai pas à leurs plaintes. Je fais le libéral, les libéraux, quel mot j'ai inventé? Les libéraux, les présentateurs de télévision. Viennent d'annoncer que le taux de meurtre dans notre pays a connu la plus forte baisse de toute l'histoire. Il est au niveau le plus bas depuis 125 ans. C'est la première fois depuis 125 ans qu'il atteint un niveau aussi bas. C'est remarquable. Commençons par les chiffres, d'accord? Le nombre de crimes violents a fortement diminué, peut-être parce qu'on a attrapé et expulsé environ 1 demi-million de criminels clandestins, il y en a déjà moins dans nos rues. Peut-être aussi parce qu'après 4 ans de Biden, on a enfin donné les mains libres à la police et on leur a dit « Les gars, faites tout ce que vous pouvez, on ne va pas, comme on dit, vous arrêter ou vous détruire parce que vous essayez de prévenir le crime ». C'est redevenu honorable d'être policier américain, militaire américain. En général, c'est redevenu honorable d'être américain. Que s'est-il passé en un an? Au cours des 8 derniers mois, aucun clandestin n'a été autorisé à entrer dans notre pays. C'est difficile à croire même pour moi. Les personnes qui établissent ces listes doivent rester apolitiques, même si, selon moi, elles sont plutôt du côté des démocrates. Si elles l'affirment, je suis d'accord. Comme vous le savez probablement, nous avons eu une certaine situation concernant le Venezuela. Je veux simplement remercier le général Kane et son équipe pour le travail qu'ils ont accompli. C'est incroyable, personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. Et dès que cela s'est produit, je veux remercier la direction du Venezuela. Nous nous entendons très bien avec eux, les relations ont été très solides, très bonnes, et ils m'ont informé qu'à leur avis, il y a là-bas un système de sécurité très bon, très fiable. Nous collaborons avec plusieurs acteurs du secteur, dont Chris, Doug et les responsables des questions pétrolières. Les grandes compagnies pétrolières affluent au Venezuela, y explorent et sélectionnent leurs sites. Ils apporteront une immense richesse au Venezuela, aux États-Unis, et les compagnies pétrolières prospéreront. Le Venezuela gagnera en réalité plus d'argent qu'avant. Comme promis, nous avons vaincu le cauchemar inflationniste de Biden et relancé une forte croissance économique. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit une croissance étonnante du PIB de 5,4% au 4e trimestre. Et cela malgré le fait que nous ayons eu une fermeture des démocrates, sinon ce chiffre aurait été de 7%. Pour ceux qui ne comprennent pas, cela date d'Obama. Les économistes de gauche disaient que la croissance industrielle dans un pays développé serait d'environ 1 à 1,5% par an.
Eh bien, pour les États-Unis, c'est très bien, et alors 2%, c'est carrément un record. Les pays en développement, oui, mais nous avons déjà atteint un tel niveau que voilà, si on a 2%, on devrait être heureux. Sous Biden, c'était plus élevé. Parce que les gens revenaient, donc ça veut dire qu'ils avaient été licenciés, que des emplois avaient été supprimés, ils revenaient et formellement, sur le papier, ce sont juste des gens qui sont revenus. Chez nous, c'est 3%, voire 3,5%. Un jour, il y a eu un mensonge total, peu importe. Mais Trump venait à peine de commencer et avait déjà dépassé. 2,5, même 3,5. Messieurs, 5% de croissance annuelle. Le quatrième trimestre montre que notre croissance annuelle est de 5%. C'est absolument inédit. C'est absolument inédit. Cela garantira une augmentation des salaires, cela garantira des milliers de nouveaux emplois, cela garantira une forte hausse du niveau de vie aux États-Unis. Nous avons assuré une grande sécurité nationale grâce aux droits de douane et nous avons également obtenu des revenus sans précédent grâce à ces droits de douane. Une partie de ces revenus, 12 milliards de dollars, nous l'avons donné aux agriculteurs de notre pays. Hier, dans l'Iowa, ils étaient très satisfaits, Madame la secrétaire. Et surtout, si l'on y pense après 4 ans, lorsque Joe Biden a obtenu beaucoup moins de milliers de milliards de dollars d'investissement dans notre pays en seulement. En fait, cela a pris 11 mois, même si nous sommes déjà à 12 mois. En 11 mois, nous avons attiré plus de 18 000 milliards de dollars. Ils ont attiré moins de 1 000 milliards de dollars en 4 ans, alors que nous avons eu 18 000 milliards en moins d'1 an. Quel est cet argent ? La plupart des partenaires commerciaux des États-Unis investissent leur argent. Sous-titre créé par Dima Torzok avec une nouvelle technologie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils seront copropriétaires. Premièrement, nous aurons l'IA la plus développée. Deuxièmement, il y a l'électricité. Troisièmement, il y a d'autres technologies, ce qui signifie des emplois et des revenus. Et deuxièmement, tout aussi important, à qui ces pays achèteront-ils ces technologies à l'avenir, à quelqu'un d'autre ou à eux-mêmes ? Parce qu'ils sont devenus copropriétaires, ils achèteront chez eux ou chez des étrangers, rien de tout cela. Nous avons fait cela. 18 000 milliards de dollars sont investis en ce moment même. Des milliers d'entreprises, d'usines avec de nouveaux équipements sont en train d'être construites partout dans le pays en ce moment. Et elles ouvriront très bientôt. Et quand elles ouvriront, vous verrez des chiffres que personne n'a jamais vus auparavant. L'économie va très bien. Dommage que la presse ne le dise pas, mais les gens commencent à s'en rendre compte. C'est de plus en plus visible. Vous avez de la production et des entreprises automobiles, ce que j'apprécie. Elles reviennent toutes. Elles reviennent du Mexique, du Canada, du Japon, d'Allemagne, de toute l'Europe. Elles construisent ici parce qu'elles veulent éviter les tarifs. Elles ne veulent pas payer 15%, dans certains cas 25% de droits de douane. Ça pourrait être bien plus élevé si ça ne fonctionnait pas, c'est pour ça qu'elles reviennent toutes. Scott m'a raconté une statistique hier, pour la première fois de toute l'histoire. Parle-leur de l'acier et du Japon. Dis que nous en produisons plus maintenant, s'il te plaît. Donc, hier, il a été annoncé que pour la première fois en 26 ans, les États-Unis d'Amérique ont produit plus d'acier que le Japon. C'est uniquement grâce à vos tarifs. Amen. La 10e réunion du cabinet de Donald Trump aujourd'hui n'est pas simplement une autre réunion à la Maison-Blanche, mais une sorte d'étape importante. C'est la date marquant 1 an depuis son retour au pouvoir et l'annonce d'une nouvelle ère pour les États-Unis et l'Occident. C'est le moment où l'administration ne se limite pas à présenter son bilan, mais expose sa vision de l'avenir de l'Amérique, de son économie et de ses relations. C'est un événement d'importance mondiale. Au cours de cette année, l'équipe de Trump a élaboré un modèle que l'on appelle déjà à Washington une nouvelle ère de succès et de prospérité. Ils disent 365 victoires en 365 jours. C'est un beau nom, oui, pour ainsi dire, mais ce n'est pas seulement beau, c'est la vérité, et c'est là toute sa beauté. De l'économie, de l'énergie à la politique étrangère et à la sécurité.
Et la 10e réunion, la réunion du cabinet, devient une plateforme où ces réalisations sont rassemblées, tout en marquant la prochaine étape. Ce qui va se passer ensuite, dans quelle direction l'Amérique prendra pour les années à venir, pas seulement pour l'année prochaine, mais pour les années à venir, la direction du mouvement est tracée. Ce qui a été dit lors de cette réunion est en fait l'ébauche d'une nouvelle ère américaine, à laquelle le monde est encore stupéfait et tente de s'adapter. Pour certains, c'est une chance, pour d'autres, sans doute une menace, mais il n'est plus possible d'ignorer ce tournant. Commençons par l'agenda interne que Donald Trump et son équipe nomment le rétablissement de la puissance et de la prospérité américaine. Donald Trump qualifie sa première année à la Maison-Blanche d'année de l'élan. Eh bien, le slogan « 365 victoires, 365 jours » n'est pas seulement une belle formule, mais constitue l'ossature du programme politique. Chaque jour, l'administration présente une action, une décision, un document qui doit servir de preuve. L'Amérique connaît une nouvelle croissance, gagne de l'argent et impose ses conditions. L'accent principal, c'est l'économie. L'économie. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas compris, l'économie. Donald Trump parie sur la croissance sans inflation accrue via déréglementation, baisse d'impôts et stricte discipline budgétaire. Dans la rhétorique publique, cela se traduit simplement par moins de dépenses publiques inutiles, moins de bureaucratie, moins de pression sur les entreprises et, en même temps, plus d'incitation à produire, à investir et à créer des emplois. La mondialisation est abordée différemment. Si les administrations précédentes tentaient d'intégrer l'Amérique dans certaines règles communes de l'économie mondiale, l'équipe actuelle part du principe exactement inverse. Ce sont précisément les États-Unis qui fixent les règles, et que cela plaise ou non aux autres, c'est une autre question et, en fin de compte, c'est leur problème. D'où les tarifs douaniers imposés contre ceux qui, selon Washington, agissent de façon déloyale tout en facilitant les conditions pour les producteurs nationaux. La migration et le marché du travail évoluent déjà rapidement selon Donald Trump. Le durcissement de la politique migratoire est directement lié à la hausse des coûts et à la sécurité des Américains. Moins il y a de migration incontrôlée, précisément incontrôlée, mieux c'est. Nous faisons entrer ici les personnes dont nous avons besoin et continuerons de le faire. Moins il y en a, plus la position des travailleurs locaux est forte et moins il y a de tensions sociales. Dans le même esprit, on présente aussi le renforcement du système de maintien de l'ordre, le durcissement des peines pour les crimes graves et en général le durcissement de l'attitude envers la criminalité. Parallèlement, une revanche culturelle et axiologique s'opère à travers la politique du personnel, les tribunaux et les initiatives législatives. L'administration se positionne comme une force qui ramène l'Amérique à ses racines traditionnelles, c'est-à-dire « rendons l'Amérique à nouveau. » Qu'il s'agisse de famille, de religion, de liberté d'expression ou de l'histoire que nous voulons transmettre à nos enfants, cela reste une part essentielle du tableau. Donald Trump ne vend pas seulement un essor économique, mais aussi une relance culturelle, une tentative d'arrêter les tendances que ses partisans qualifient de déclin, d'auto-annulation de l'Occident, ce que j'appelais un suicide. Maintenant, parlons des projets, de ce qui est discuté lors de cette 10e rencontre, non pas comme un rapport, mais comme une étape suivante. Ici, l'idée de prospérité sans inflation et la transformation des États-Unis en une superpuissance industrielle et énergétique incontestée passent au premier plan. L'administration mise sur l'énergie traditionnelle et le nucléaire, ce qui est logique. Cela m'a un peu surpris, non pas qu'il l'ait fait ou exprimé, car la gauche va forcément pousser des cris d'orfraie. L'essentiel, c'est de revoir et de couper les projets verts non rentables, de les éliminer, de les supprimer. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de s'en débarrasser. Inutile pour le rendement, mais lourd pour l'économie et les ménages. Ils coûtent cher et nous font perdre du temps au lieu de traiter l'essentiel. Cette énergie devient non seulement un outil économique, mais aussi un instrument géopolitique. Celui qui contrôle les approvisionnements contrôle aussi les partenaires dépendants. En même temps, il est prévu de poursuivre le nettoyage de la bureaucratie.
Il ne s'agit pas seulement de réduire l'appareil, mais aussi de limiter les possibilités des fonctionnaires et de toutes sortes d'agences indépendantes. Ils en ont créé un nombre effrayant pour bloquer les décisions du pouvoir élu, voilà pourquoi ils sont indépendants, et c'est pour cela qu'ils bloquent de toute leur force. Nous avons sélectionné les personnes voulues, pour éviter une certaine direction, alors que d'autres, non choisis, ont été nommés par l'administration précédente. Ils nous empêchent d'aller où nous avons voté. Formidable. En d'autres termes, il faut élargir l'espace permettant à la Maison-Blanche et au cabinet de mener leur politique sans subir de sabotage interne. Tout cela s'est présenté comme une étape vers un véritable État souverain, dans lequel les décisions clés ne sont pas prises sous la pression de structures anonymes, de ces organisations indépendantes ou de centres d'influence extérieurs. Ceux que nous avons élus, ce sont eux que nous avons choisis pour gouverner. Et elle, tant bien que mal, reste tout de même responsable devant ses citoyens, ou du moins, elle essaie de répondre aux tâches que nous lui avons confiées, même si ce n'est pas toujours le cas, mais elle essaie de répondre à ces tâches que nous avons fixées. J'ai voté. Si ce programme est réalisé ne serait-ce qu'à moitié, messieurs, l'Amérique entrera dans une décennie où les décisions clés pour l'Occident ne seront plus prises dans les commissions de Bruxelles, ni dans les coulisses des forums mondialistes. Pas entre Davos, Moscou et Pékin, mais à Washington. Lors de telles réunions du cabinet, des réunions ouvertes du cabinet. Et c'est un changement fondamental de toute l'architecture de l'influence sur la planète. Je ne parle pas ici de l'Afrique ou du Moyen-Orient, où la situation est floue, mais bien du lointain Moyen-Orient. Maintenant, parlons de politique étrangère. C'est précisément ici, lors de la 10e réunion du cabinet, que l'on discute de ce que l'on peut appeler la nouvelle architecture du monde. La nouvelle architecture du monde. Sous le leadership américain, pas la direction. Ce sont deux choses très différentes. Je suis un leader, tu veux me suivre ou non, c'est ton choix. Je ne suis ni ton maître ni ton président. J'agirai selon mes intérêts. Ukraine, Russie, Israël, Moyen-Orient, Chine, Asie, Europe, alliés et le reste du monde. L'Ukraine et la Russie restent bien sûr l'un des principaux points de tension. Donald Trump et son entourage promeuvent l'idée d'un plan strictement structuré, des étapes de cessez-le-feu, des garanties de sécurité, une reconstruction d'après-guerre. Ce serait génial pour l'Ukraine, même si elle reste réduite, c'est-à-dire seulement la partie occidentale. Bon, d'accord, encore une fois, c'est mon avis, je l'ai déjà exprimé, beaucoup ont un avis différent, nous allons le respecter aussi. Enfin, respecter, c'est leur opinion, bien sûr, mon avis est le bon, tout le monde le comprend. Ce plan s'inscrit dans les mécanismes internationaux existants, mais avec un accent clair sur le rôle de leader des États-Unis. Le problème, c'est que ni Moscou ni Kiev ne l'acceptent pleinement. La Russie refuse de garantir vraiment l'Ukraine, qui n'est pas prête à céder. Et l'Europe, vous demanderez, et l'Europe? Elle ne défend que ses propres intérêts, rien d'autre. Dans ce contexte, on discute des outils de pression. Ce sont des sanctions, tarifs, livraisons militaires et initiatives diplomatiques. L'idée est simple. Forcer toutes les parties à évoluer dans le couloir qui convient à Washington, il y a donc cette direction, ce couloir. Nous ne pouvons pas forcer, nous ne pouvons pas, comme on dit, mettre un pistolet sur la tempe et dire « avance ou on tire ». Mais ce que nous disons, c'est en général du bon sens. En même temps, c'est une confirmation du leadership américain en Israël. Au Moyen-Orient, l'accent est mis sur un projet encore plus ambitieux, allant des plans multiples pour Gaza à l'élargissement des accords d'Abraham, ce que nous appelons ici les accords d'Abraham. Tout cela fait partie d'une grande structure, où le rôle clé est d'impliquer l'Arabie saoudite et naturellement les sunnites avec elle. Consolider une nouvelle architecture régionale de sécurité, dans laquelle l'Iran sera également inclus et que nous espérons voir libéré dans un avenir très proche. Ce ne sont pas des fous, juste des usurpateurs ou tyrans sous le parapluie des États-Unis ou peut-être le nôtre. Vous vous débrouillerez, les gars, nous resterons de bons amis. Les problèmes là-bas sont évidents.
Hamas ne va pas s'effondrer de l'intérieur. En Israël, des forces puissantes refusent les grandes concessions, tandis que le monde arabe reste divisé. Mais l'administration agit en créant de tels conseils suprarégionaux, des formats avec une participation internationale, consolidant en fait le contrôle américain sur l'organisation de la région après la guerre. Ce n'est pas un hasard. Nous créons un conseil de la paix dont la première tâche, la première parmi beaucoup d'autres, est de ramener Gaza à la normale, de la restaurer après le champ de bataille, d'en faire une station balnéaire ou quelque chose de ce genre. En ce qui concerne la Chine, une stratégie globale est en train de se mettre en place axée sur la pression économique et technologique, droits de douane, restrictions sur le transfert de technologies sensibles, réorientation des chaînes d'approvisionnement, création de centres de production alternatifs dans des pays amis. Pour que la Chine n'ait pas la possibilité de nous étrangler en disant « nous ne vous fournirons plus ». Officiellement, tout cela est présenté comme une lutte pour un commerce équitable et la protection des infrastructures. Mais l'objectif est évident, arrêter l'élan chinois que nous avons nous-mêmes créé tout simplement et préserver le leadership américain. Dans les secteurs clés du XXIe siècle, des semi-conducteurs à l'intelligence artificielle et aux technologies de défense. L'Europe. Les alliés reçoivent des signaux assez fermes. L'époque de la sécurité gratuite est terminée, vous avez déjà mangé tout le fromage gratuit, et maintenant il faudra le payer vous-même ou il n'y en aura plus du tout. Soit ils augmentent leurs dépenses de défense à de nouveaux niveaux, bien plus élevés, soit ils font face à des tarifs, comme cela a été proposé à l'Espagne, à un retrait partiel des garanties américaines et à une révision des accords précédents. Si vous ne faites pas ce que vous avez accepté de faire, alors nous non plus, nous ne ferons pas ce que nous avons accepté de faire. Une nouvelle ère commence. Vous souhaitez quelque chose de nous et nous de vous, négocions. L'Amérique ne veut plus financer ni assurer la sécurité de ceux qui refusent de payer leur défense. Bon, ça suffit, tout le monde a déjà quitté ses culottes courtes, on a grandi, allez les gars, tous ensemble. Cela crée une vision où les États-Unis sont le principal architecte des règles, pas seulement un centre de puissance. Le langage de ces règles repose sur des outils concrets, non sur des formules diplomatiques, tarifs et sanctions encore une fois. Vous voulez que je déploie un contingent militaire juste chez vous, sous votre nez, en mer ou dans les airs, n'importe où près de chez vous. Voilà, nous avons les contrats énergétiques, les restrictions technologiques. Et dans ce contexte, la 10e réunion du cabinet de Donald Trump prend un poids symbolique et politique qui n'avait vraiment plus été vu depuis longtemps dans la pratique américaine. Ce n'est pas ce cabinet qui discute tranquillement d'un autre rapport, c'est une équipe qui montre ouvertement que nous réécrivons les règles et d'ailleurs, pour ceux qui en doutent, nous irons jusqu'au bout de cette ligne. Donald Trump lui-même présente ce qui se passe comme un tournant unique dans l'histoire des États-Unis, une combinaison de souveraineté nationale radicale, de protectionnisme agressif et de volonté de briser les anciennes structures internationales. Ça ne marche pas, les gars, ça ne marche pas. Vous l'avez souvent répété. Si quelqu'un agit toujours de la même façon et espère des résultats différents, qui est-ce ? Un fou, un déséquilibré, n'est-ce pas ? Contrairement à nos administrations classiques, son équipe n'a pas peur d'exposer les conflits au grand jour, de parler aux partenaires avec des formules impolies. Tout le monde est habitué, mais dès qu'ils arrivent, ils se disputent et crinent. Il ressort de nouveau devant la caméra. Eh bien, c'est fini, tout ça, on en a assez, nous sommes des Américains. Nous ne sommes pas des conquistadors hispanophones. Nous emballons tout cela dans un récit simple, puissant et difficile à percevoir. Une nouvelle ère de succès, de prospérité, ce n'est que le début, nous allons continuer à avancer sur la même voie. Et d'ailleurs, une politique économique encore plus stricte, une ligne encore plus ferme en politique étrangère et une déclaration encore plus ouverte de l'Amérique disant qu'elle est de retour. Non seulement participant, mais aussi metteur en scène sur la scène mondiale, votre humble serviteur l'est au théâtre ou lors d'un spectacle de masse, et ici, c'est un spectacle mondial. La 10e réunion du cabinet de Trump, c'est le moment où le monde a vu devant lui non pas simplement une nouvelle administration, mais une équipe qui a sérieusement l'intention de réécrire les règles du jeu mondial.
Pour certains, c'est une opportunité de s'intégrer au nouvel ordre et d'en profiter. Pour d'autres, c'est une menace remettant en cause des décennies de construction. Ceux-là sont effrayés, ils ne savent que voler les autres, ils ne savent rien faire d'autre. Mais une chose est déjà claire. Si cette orientation va jusqu'au bout, les manuels d'histoire du XXIe siècle ne commenceront ni par le Brexit, ni par la pandémie, ni par le changement des élites en Europe, mais par le retour de Donald Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche, précisément le moment du retour de Trump 47, à la Maison-Blanche. Et c'est justement à partir de ces réunions de son cabinet, qui aujourd'hui ressemblent à des réunions de travail, mais qui demain s'avéreront, probablement des tournants dans l'histoire de notre civilisation. Au moins du siècle, voire plus. Qui sait ? Parlons un peu de la santé, que nous avons un peu laissée de côté, puis nous allons conclure. Nous baissons les prix des médicaments de 80 à 90% selon la méthode de calcul. La demande de gadgets atteint 500 à 800%. Cela dépend de la méthode de calcul. Faisons à l'ancienne, mais les prix des médicaments sur ordonnance diminueront de 68 à 90%. Ils n'ont fait qu'augmenter pendant des années. Ils n'ont fait qu'augmenter. Et maintenant, nous aurons, en fait, la nation la plus privilégiée. Nous aurons le prix le plus avantageux au monde, quel que soit le plus bas, c'est celui que nous paierons. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais personne d'autre n'aurait pu y parvenir, à part cette administration. Le prix des médicaments sur ordonnance baisse fortement, bien plus qu'on ne l'aurait cru. Cela aura un impact majeur sur tout le système de santé, car les médicaments représentent une grande part des soins. Cela aidera à réparer certains dégâts causés par la loi sur les soins de santé inaccessibles, l'Obamacare, qui est insoutenable. C'est trop cher et catastrophique. J'espère que nous donnerons l'argent directement aux gens, aux compagnies d'assurance ou sur un compte d'épargne santé. Imaginez, nous payons des billions de dollars aux assurances. Nous préférerions que cet argent serve directement aux gens pour qu'ils paient leurs soins eux-mêmes. Vous imaginez à quel point Donald Trump est détesté par les compagnies d'assurance et l'industrie pharmaceutique. Non, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ces femmes hystériques qui crient dans les rues n'ont probablement même pas atteint le niveau de rage froide et de haine que l'on ressent dans les bureaux. Ils sont des milliards, maintenant ils vont lui faire perdre, des milliards ils vont lui faire perdre. Prendre à autrui finit par coûter ce qui nous appartient. Je vais bientôt vous raconter comment Maduro chante dans sa cellule de prison, comme un canari, combien de têtes vont tomber, combien et qui il dénonce. Suivez les prochaines émissions, mesdames et messieurs. Ce ne sera sans doute pas la prochaine, mais celle d'après où je vous montrerai. Donc, Nikolai, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Je l'avais, mais je l'ai oublié. Oui, Nicolas Maduro dans toute sa splendeur. En attendant, à la prochaine.